Bonsoir. Ce n'est pas une malédiction, mais tout juste une contradiction. Avec un potentiel hydroélectrique estimé à 12 000 MW, soit le troisième plus important en Afrique subsaharienne, le Cameroun ne voit pas clair en matière d'électricité. Le pays n'exploiterait que moins de 5% de ses capacités de production, selon des indicateurs de la Banque mondiale. Une obscure clarté donc qui tombe sur les ménages, pourrait-on dire. Il y a plus. Malgré ces 4 bassins hydrographiques, ce territoire reste creusé par la soif d'eau potable de Kousséri, à Kribi, aux berges de l'océan Atlantique. Alors, pourquoi tant de disparités et pourquoi des délestages permanents? Que fait le gouvernement de la République? Le collectif des jeunes patriotes est allé cette semaine à la rencontre du ministre de l'Eau et de l'Énergie pour essayer de comprendre. Il est ici, Gaston Elundwe Somba, cet ancien des collèges catholiques, brave, le jeune et le carême, pour venir célébrer avec nous la grand-messe d'actualité du dimanche au Cameroun. Gaston Elundwe Somba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ngok. Est-ce que le gouvernement voit clair dans cette obscurité que constituent les délestages? Quel est le problème? Merci beaucoup, monsieur Ngok, de me donner l'opportunité de parler de ce que le gouvernement fait dans le secteur de l'électricité aujourd'hui. Et d'entrée de jeu, permettez-moi de rappeler que le secteur de l'électricité au Cameroun est divisé en 3 principaux réseaux. Nous avons le réseau interconnecté sud qui comprend les 6 principales régions méridionales, dont les 10 régions du Cameroun. On exclut la région de l'Est et les régions du septentrion. Il y a le réseau interconnecté Est qui comprend la région de l'Est et le réseau interconnecté Nord qui comprend les 3 régions du septentrion. Comme son nom l'indique. Exactement. Et maintenant, chaque réseau a ses spécificités, chaque réseau a ses particularités. S'il faut parler du réseau interconnecté sud, c'est ce réseau-là qui abrite le principal bassin de la Sanaga. Là se trouvent les principaux ouvrages de production, à savoir le barrage de Son-le-Loup, le barrage d'Idéa. Et ce sont ces ouvrages-là qui permettent donc à ces réseaux aujourd'hui d'avoir un équilibre, même si cet équilibre est stable, entre la demande et l'offre. Cet équilibre est déstabilisé, donc, monsieur le ministre, je l'ai dit, d'entrée de jeu par les délestages récurrents et nombreux. Est-ce que vous pouvez les expliquer? Oui, c'est important, effectivement, de comprendre quelles sont les origines, qu'est-ce qui peut être la cause de ces délestages. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, la cause des délestages, ça peut être un déficit de production, parce que la demande est supérieure à l'offre de production. Il peut arriver de temps en temps que certains ménages soient délestés. Une autre cause de délestage peut être due à un problème de transport de l'électricité. Les principales lignes de transport de l'électricité, une ligne peut s'effondrer pour une raison ou pour une autre. Et les populations qui sont accrochées à cette ligne-là seront automatiquement délestées. Une autre cause de délestage, c'est les capacités de transit qui sont aujourd'hui dépassées. Parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le secteur de l'électricité. Comme j'ai dit, à l'intérieur du secteur, nous avons 3 segments. Il y a un segment production, avec les principaux ouvrages de production qui sont les ouvrages soit hydroélectriques, soit les centrales à gaz, soit les centrales à combustible. À côté, donc, il faut transporter cette énergie. C'est un transport d'une énergie de haute tension. Donc, il faut les lignes de 90 000 volts, les lignes de 225 000 volts. Il faut transporter cette énergie pour l'amener au niveau des postes d'interconnexion. Et à partir de ces postes d'interconnexion, l'énergie est dispatchée dans les différents postes sources. Et c'est les postes sources qui envoie donc l'énergie dans les quartiers. Alors, considérons que ce que vous dites là, ce sont des éléments de cadrage qui ont, on va dire, une portée, on va dire, pédagogique. Oui. Mais sur le plan pratique,
cette question des délestages que décrivent les populations des grandes villes, Yaoundé, Douala et même des villes secondaires comme Bertois. À quoi est lié ce phénomène? Alors, je l'ai dit pour chuter et parler des différents problèmes qu'on peut rencontrer dans chaque segment. La production au niveau du réseau interconnecté Sud, nous disons que nous avons un équilibre, même s'il est instable, parce que la production parvient quand même à satisfaire la demande de la population. Mais la production ne suffit pas. Là intervient donc le transport. À ce niveau-là, je vais dire que nous avons des problèmes de protection au niveau du réseau de transport. Parce que si le réseau n'est pas bien protégé, la moindre secousse qui arrive à tel ou tel endroit, elle peut déjà causer l'effondrement de la ligne et causer les délestages. Maintenant, j'ai parlé des postes d'interconnexion avec les principaux transformateurs, les transformateurs de Yomaban, les transformateurs de Bekoko. Aujourd'hui, ces transformateurs sont surchargés. On les sollicite à 130%. La demande augmentant, tant qu'on n'a pas de nouvelles capacités de transit, il pourra arriver qu'il y ait des délestages. Voilà au niveau du transport. Maintenant, au niveau de la distribution, comment se fait la distribution? Et là, nous entrons dans le périmètre de NEO, parce que NEO s'occupe de la production et de la distribution. Je souhaiterais qu'on reste d'abord peut-être sur la production. On aura l'occasion d'aborder tout à l'heure les questions liées au transport de l'énergie. S'agissant de la production, il y a un problème. Nous avons plusieurs barrages et ces barrages sont souvent annoncés à grande pompe par le gouvernement, mais la production ne suit pas directement. À quoi nous servent tous ces barrages, Monsieur le ministre? La production, elle suit. J'insiste sur la problématique des 3 segments d'activité qui sont interliés. La production seule ne suffit pas. L'énergie peut être produite, comme c'est le cas à Son-le-Loup, mais si elle n'est pas transportée, les ménages ne l'auront pas. L'énergie peut être transportée. Maintenant, si au niveau de la distribution de cette énergie, nous n'avons pas un réseau dense qui permet d'apporter l'énergie aux populations, il y aura également les problèmes de délestage. Donc, on ne peut pas parler l'un sans l'autre. Alors, en matière de production, au niveau du Cameroun aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 1300 MW de production. Et c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je suis entré dans chaque réseau. Au niveau du réseau interconnecté Sud, nous disons qu'il y a un équilibre qui est instable. Maintenant, quand on part au niveau du réseau interconnecté Est, nous n'avons qu'une centrale thermique d'une capacité de 17 MW pour une demande potentielle d'au moins 30 MW. Donc, à ce niveau-là, nous avons un déficit important de production. Parlons un peu d'un barrage spécifique, Monsieur le ministre, le barrage de Lompangar, qui a coûté, si mes chiffres sont exacts, 300 milliards de francs CFA, dont plus de 100 milliards déboursés par l'État du Cameroun lui-même. Et aujourd'hui, on est en droit de vous demander qu'est-ce qu'il nous apporte comparé à Son-le-Loup, à EDEA, ainsi de suite. Que nous apporte Lompangar aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs types d'ouvrages. Il y a des ouvrages de production, comme le barrage de Son-le-Loup, le barrage d'EDEA, qui ont des turbo-alternateurs qui produisent de l'énergie. Il y a des barrages d'appoint qui sont des réservoirs. Donc, le barrage de Lompangar n'est pas un barrage de production, mais c'est un barrage réservoir. C'est quoi le barrage réservoir? C'est 6 milliards de mètres cubes d'eau qui sont stockés en permanence. Combien sont stockés à ce jour? 6 milliards de mètres cubes d'eau sont stockés en permanence. Alors, comment est-ce que cette eau est utilisée? Cette eau permet de régulariser le débit, dans le bassin de la Sanaga. Les ouvrages qui bénéficient aujourd'hui de l'eau du barrage de Lompangar, c'est le barrage de Son-le-Loup. En période d'étiage à Son-le-Loup, nous avons
un débit qui peut aller en deçà de 800 mètres cubes d'eau par seconde. Le débit de régime de Son Loulou, c'est 1060-1080 mètres cubes d'eau par seconde. C'est-à-dire pour produire l'énergie que ce barrage est appelé à produire dans sa capacité normale, il faut en temps réel au moins 1080 mètres cubes d'eau par seconde. Alors en période d'étiage, ce débit, il baisse. Il baisse, il faudrait donc qu'il y ait un apport d'eau supplémentaire. C'est le cas en ce moment. C'est le cas donc en ce moment. Le rôle donc de l'homme Pangar, c'est stocker cette eau qui est lâchée chaque jour à hauteur de 450 mètres cubes d'eau par seconde, qui sont lâchés à partir de ce barrage pour régulariser, permettre donc au barrage de Son Loulou, d'aider d'avoir toujours le débit de régime pour produire. Avec l'arrivée de l'homme Pangar, nous avons gagné pratiquement 30% en termes de production par rapport... C'est ce que je voulais vous entendre dire depuis. Exactement, parce qu'en période d'étiage, on turbinait à moins de 800 mètres cubes d'eau par seconde. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'homme Pangar depuis 3 ans, on turbine à 1100 mètres cubes d'eau par seconde. Ça fait un gain de 30% en matière de productible installé. Très bien. Il y a aussi le cas de Mekin, environ 25 milliards de francs CFA. On annonce depuis 2015 sa mise en service, mais cette mise en service traîne. Elle n'est toujours pas effective ou les choses ont évolué? Les choses sont en train d'évoluer. Ce barrage, il a été mis en service. On a fait face à un certain nombre de problèmes parce que la bobine du point neutre, il y a un équipement qui n'a pas marché et cet équipement a été remplacé. Donc actuellement, on est en train de faire des essais pour la remise en service de cet ouvrage. Bon, c'est 15 mégawatts qui seront bientôt injectés dans le réseau interconnecté Sud. Maintenant, l'autre barrage, c'est Memveleux, qui pose au moins 2 problèmes. C'est d'abord la gouvernance. Ce barrage de Memveleux est cité par la Banque mondiale comme un spécimen de surfacturation. C'est-à-dire que dans d'autres pays de même configuration et de même envergure que le Cameroun, un tel barrage coûterait 2 fois, voire 6 fois moins. Vous confirmez qu'au niveau du gouvernement, vous avez ressenti ce surpoids en termes d'investissement, parce que je crois qu'on parle de 450 milliards de francs CFA. À ce stade, il est difficile de confirmer qu'il y a eu surfacturation parce qu'un ouvrage comme un barrage, il repose sur des études techniques. Et ça vous pèse quand même? Et ces études techniques, quand elles sont réalisées, elles vont aboutir au coût de construction de cet ouvrage. Donc, à partir des études qui sont réalisées aujourd'hui, il nous est difficile de confirmer à ce stade qu'il y a eu surfacturation. Mais ce que je veux dire, et il faudrait bien retenir que les sites sont différents, donc c'est très très difficile quand on n'a pas une bonne connaissance du site, les études géotechniques et autres, de pouvoir élaborer sur des comparaisons entre un site et un autre pour comparer le coût d'un ouvrage d'un endroit à un autre. Donc c'est difficile à ce stade de dire que le barrage de Memveleux a été surfacturé. Mais je vous le concède. Alors, il est attendu qu'il produise, on va dire, environ 211 mégawatts escomptés. Certaines informations récentes donnent à croire que cette production est subordonnée à d'autres investissements supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'un ouvrage comme un barrage, quand il entre en production, il faut bien qu'il y ait un dispositif de transport. Il faudrait qu'il y ait des lignes de transport qui évacuent cette énergie. Le barrage de Memveleux, ce projet est un projet intégré.
C'est un projet intégré, à savoir le barrage de production et une ligne de 225 000 volts qui part de Niabizan jusqu'à Hala Nkolkumu. Donc les travaux de la ligne vont certainement s'achever d'ici fin 2021. Actuellement, pour des besoins d'équilibre dans le réseau interconnecté sud, et là, il fallait vraiment mettre sous tension Menveleu. Bon, nous avons mis Menveleu sous tension. On a injecté à partir du poste de Mbalmayo. Donc, l'énergie Menveleu transite actuellement au niveau du poste de Mbalmayo en attendant que la principale ligne qui est appelée à évacuer cette énergie soit mise en service. C'est pour ça que nous parlons d'une mise en service partielle, parce que pour l'instant, nous ne recevons que 90 mégawatts qui viennent de Menveleu. Monsieur le ministre, il serait inélégant de notre part de recevoir le ministre en charge de l'eau sans vous proposer un verre d'eau. Je vous suggère donc de prendre un verre d'eau un moment et puis nous allons continuer ces débats tout à l'heure. Gaston Elundo Issoumba, on pourra tout à l'heure, si vous le voulez, reparler du coût du barrage de Menveleu. Mais je souhaite vous entendre encore une fois sur cette question qui fâche, celle des délestages. Ils tiennent à quoi? Au transport, à la production ou à la distribution? Alors, les délestages peuvent être dus à un problème de transport. Dès qu'il y a un déficit entre l'offre et la demande. Je vais citer les réseaux interconnectés Est et Nord, parce que dans ces réseaux, la production, c'est essentiellement à partir du combustible. Un kilowattheure qui est produit à l'Est coûte 200 francs CFA. Et il faut bien que ce combustible soit disponible. La facture mensuelle, avant les problèmes du Nord, était à 1 milliard de francs CFA par semaine. Actuellement, on est monté à 1,5 milliard de francs CFA par semaine. Donc, si le combustible n'est pas disponible, certains groupes peuvent être retirés. Ça peut être une cause du délestage. Donc voilà une cause qui est due à un problème de production. Il faut aussi comprendre que dans le secteur aujourd'hui, l'État a des barrages qu'il gère à travers, par exemple, EDC. Il y a des ouvrages qui sont concédés à Eneo et il y a bien d'autres ouvrages qui sont gérés par des producteurs indépendants, comme la centrale à gaz de Kribi. Mais vous gardez le regard sur naturellement, nous gardons le regard parce que l'État est aussi actionnaire dans cette structure. Et vous vous en félicitez? On s'en félicite, hein, c'est le partenariat public-privé, c'est ce que nous allons désormais privilégier. Mais avec les résultats que nous avons, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de préconiser ou de prescrire des améliorations du point de vue de la qualité des services? Non, je vais revenir sur la qualité du service, mais je préfère insister sur les causes du délestage. Il peut arriver qu'il y ait un problème de production. Parce qu'un privé estime que sa facture n'a pas été payée à temps, il a 8 moteurs, il peut retirer un moteur. Nous veillons à ce que cela n'arrive pas. Voilà une cause qui peut être due toujours à des questions de production. Une autre cause, c'est les problèmes de transport. Nous avons connu un camion a bousculé un pylône du côté de Noumayos. Le réseau s'est effondré et là, c'est des délestages massifs parce que c'est tout le réseau qui est affecté. Maintenant, là, vous avez eu une réaction quand même immédiate et je pense qu'on peut l'évoquer. Nous restons dans notre rôle. C'est le rôle du ministre. Nous devons veiller à ce que les Camerounais aient de la lumière en temps réel. Maintenant, une autre cause, c'est la distribution. Vous voyez bien dans les quartiers, les poteaux bois que nous avons partout. Dès qu'il y a chute de poteaux bois, les ménages qui sont accrochés sur ce poteau ils sont délestés. Et aujourd'hui, dans une ville comme Yaoundé, M. Ngok, nous avons 4000 poteaux bois qu'il faut remplacer. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à accéder aux plantations où se trouvent ces poteaux, ces eucalyptus pour pouvoir les remplacer. C'est pour cela que nous avons pris l'option des poteaux en béton. Et vous allez constater qu'il y a une campagne depuis l'année passée. On a remplacé 40 000 poteaux bois par des poteaux en béton. Cette année, le programme porte sur un remplacement de 50 000 poteaux bois par des poteaux en béton, pour éviter ces poteaux qui tombent tous les jours, parce que quand un poteau tombe, effectivement, les ménages sont délestés. Dites-moi, Monsieur le ministre, peut-être sous le sceau de la confidence, oui. Ministre de l'eau et de l'énergie,
est-ce que de temps en temps, il vous arrive quand même de goûter, on va dire, au liqueur, au whisky par exemple? Malheureusement, je ne prends pas d'alcool, M. Ngok. Bon, c'est tant mieux pour vous parce qu'en ce moment, il y a une campagne menée par le ministère du Commerce et qui relève qu'il y a beaucoup de liqueurs frélatées issues de la contrebande et même de la contrefaçon qui sont en circulation dans certaines grandes villes comme Yaoundé. Et hier soir, nos fins limiers sont descendus avec le ministre du Commerce. Serge Atanabisso est allé lui-même voir et savoir quel est le goût de ces liqueurs frélatées. Regardez dans cet élément. Voici les chimistes, Pierre et Marie Curie des tropiques, qui posent pour le déshonneur éternel. Ces Nobel de la honte achèvent ainsi une brève carrière dans la distillerie clandestine. La honte, sans doute, le remords ont sans doute leur fait baisser la tête. Le moment de célébrité avant les rigueurs des cachots. Pour le crime, il faut payer. Ce n'est pas une industrie, c'est une activité illégale, frauduleuse, illicite et par conséquent cachée. Pour marginal qu'est le phénomène, il nous coûte tout de même un début de week-end. Voici un vendredi soif à l'esplanade du ministère du Commerce. Des équipes des brigades de répression et de traque des fraudes se sont donné rendez-vous. La nuit va se passer à la besogne. Une trentaine de gendarmes renforcent l'opération coup de poing parce que le ministre lui-même aide la partie. Notre évaluateur à tous ces là, je compte sur vous pour fournir le meilleur d'entre vous. Montrez quand même que vous êtes niaqués. Vous êtes, comme j'ai dit la première fois, vous êtes des guerriers. C'est à nous, les gérants, de ce genre de structure, d'être très vigilants. Ça veut dire qu'ils viennent vers vous? Bien sûr, bien sûr. Chaque fois avec des grosses voitures pour nous proposer leurs produits. C'est l'information que tout le monde devine. S'il y a des producteurs, c'est que quelqu'un est cool, forcément. 23h10, la caravane s'ébranle, direction les Boukarous. Sous l'œil surpris des consommateurs, Luc Magloire Bargatangana et ses équipes distraient le train-train d'un espace comme celui-ci, au cœur de la nuit. Au comptoir, on sort les bouteilles de liqueurs et spiritueux et les contrôles s'effectuent. Il s'agit de scanner le contenant, vignettes scotchées au bouchon et d'autres indices malins, inconnus des publics, livrent leur verdict. Ici, ça va. On fait très attention à la façon dont nous achetons les boissons, mais on n'est jamais à l'abri. Ce sont des choses graves qui peuvent détruire nos maisons. Parce que si on commence à dire que tel ou tel vend le faux, ça peut les détruire, alors que finalement, on ne fait qu'essayer de vendre notre réputation et notre clientèle, notre réputation. De 23h à 2h30 samedi, 6 boîtes de nuit verront débarquer les vérificateurs. Le téléphone arabe, sans doute, agit de sorte qu'on est souvent attendu. C'est pas le fait de c'est pas le jeu de la caméra, vous appelez ça caméra cachée. Ça c'est juste le premier coup de semence pour dire qu'on est là. Vous savez ce qu'on appelle la peur du gendarme. Donc le gendarme est dehors. Et comme on est attendu, certains bars sont vides à notre arrivée. Pas grave, on fera la cave, inspecter les stocks. Et ça finit par mordre. Un martini, du vin cuit qui présente la vignette d'un Bordeaux rouge à la Sansa. Le gros gibier sera lui levé au rond-point Loncac. À l'arrivée du ministre, les employés prennent tout d'abord leurs jambes à leur cou, puis reviennent en catimini. C'est que les motifs pleuvent. Le dernier contrôle ici date de quand? Ou même du tourisme. On ne voulait pas contrôler. Vous arrivez tous les temps, vous arrivez tous les temps. Est-ce que vous avez des documents qui attestent que vous avez été fait l'objet de contrôle? Quand les montres ici, je me suis dit que ça n'allait pas. Comme ces vignettes qui changent de tête, comme ces authentiques bouteilles frauduleusement rechargées. Vous achetez, on peut avoir... Non, mais donnez-nous les reçus. Le Black Label, c'est... Il y a un code en dehors du macaron de sécurité qu'ils peuvent facilement remplacer, mais le code à l'intérieur de l'étiquette, à l'intérieur là, est difficile à... C'est pour cela qu'ils font la ronde des snacks, des cabarets pour acheter ces bouteilles vides. Ces bouteilles vides, parce que le macaron ne les coûte pas
grand-chose. Eux-mêmes, ils en fabriquent. Mais le code, à l'heure actuelle, ils achètent les bouteilles vides de whisky à 250 francs la bouteille. Et le carton, un carton qui n'a pas été détérioré à 500 francs. Pascal est roi de la nuit depuis 30 ans. Il en a vu. 250 francs la bouteille vidée, 500 francs le carton non abîmé. À partir de nous, les gérants de cabaret snack, si on peut commencer à détruire les emballages, ça peut aider. Les emballages vides, ça peut aider. Et comme vous voyez qu'ils achètent donc déjà une bouteille à 250, toi le responsable, tu peux détruire, mais l'employé qui travaille pour toi va dissimuler et vendre. Tordre le cou avant que la cote d'alerte ne soit atteinte, c'est dérouler le mince filet d'indices que révèlent ces étiquettes apposées n'importe comment. Le produit à l'intérieur devient suspect. On a saisi, remballé et ainsi bouclé la nuit. D'autres experts prendront le relais, de jour cette fois-ci, et diront si ces whiskies et spiritueux sortent des cavernes des chimistes d'écurie, champagne du pays, mis dans le circuit pour semer parfois la mort. Alors c'est à se demander si ce que nous dépensons, ce que nous achetons vaut vraiment ce que nous consommons. Gaston Elundo Essomba, on peut transposer cette question également au secteur de l'électricité. Est-ce que ce que nous investissons dans nos barrages vaut ce que nous produisent en termes d'électricité les 10 ouvrages? Bien sûr que oui. Vous avez parlé du barrage de Meveleux en faisant allusion à la comparaison avec d'autres ouvrages. Je voudrais insister à nouveau sur le coût et dire qu'il serait difficile de comparer des ouvrages parce qu'il faut bien entrer dans ce qui constitue les éléments constitutifs de ce barrage-là. Il y a la ligne de transport, il y a les différentes centrales de production. Un barrage comme Meveleux, le kilowattheure, il est produit à 43 francs CFA, alors il est excentré. Natchigal, qui est en cours de construction, le kilowattheure, il sera livré à 42 francs CFA. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une très grande différence. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, que les ouvrages que nous sommes en train de construire, le coût est compatible avec ce que nous attendons de recevoir de ces ouvrages-là. Donc le gouvernement dépense ces ressources-là pour un produit qui est visible, pour un produit qui correspond, à mon humble avis, à ce que nous mettons comme ressources. Alors vous avez parlé des problèmes de transport de l'électricité et même de cette interconnexion entre 3 réseaux. D'abord, pourquoi 3 réseaux? Est-ce qu'on ne peut pas uniformiser pour avoir également la même qualité de service dans tout le pays? C'est ça que nous sommes en train de faire. Parce que pour uniformiser, il faut développer des investissements suffisamment importants. Parce que la construction des lignes de transport a un coût suffisamment élevé. Les ouvrages de production sont dans le bassin de la Sanaga pour la plupart. Et il fallait bien construire les lignes de transport pour amener cette énergie dans les grands centres de consommation. Alors quand on se trouve face à un centre comme le Nord, il faut bien construire une ligne, et la ligne qui sera bientôt construite dans le cadre de l'interconnexion entre le Nord et le Sud, c'est une ligne de 500 km qui part de Natchigal jusqu'à Ngaoundéré. Les financements sont mobilisés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc bientôt, le réseau interconnecté Nord sera relié au réseau interconnecté Sud et nous allons automatiquement arrêter les centrales comme celle de Djamboutou, Ngaoundéré et Maroua. Il en est de même pour le réseau interconnecté Est. Là, les travaux sont suffisamment avancés. À la fin de cette année, le réseau interconnecté Est sera connecté au réseau interconnecté Sud, dont les populations de l'Est seront alimentées par l'énergie qui proviendrait des barrages de Son-Loulou. Et du coup, nous allons également arrêter toutes les centrales thermiques comme celle de Bertois. Alors, vous avez parlé encore une fois du transport de l'énergie qui est coûteux. Et il me souvient que la Banque mondiale a accordé au Cameroun, je pense, 190
milliards de francs CFA pour un certain nombre de travaux sur les réseaux de transport d'électricité, mais ces fonds-là peinent à être utilisés parce que, encore une fois, selon la Caisse autonome d'amortissement, jusqu'alors, ce budget a été utilisé à hauteur de 4,8%, alors que à la date de 2022, ce crédit-là sera forclos. Est-ce qu'il y a un problème à utiliser cet argent? Qu'est-ce qui coince? Nous sommes effectivement au niveau du ministère à travers la Sonatrel en train de mettre en place le projet de rénovation du secteur du transport financé par la Banque mondiale. C'est des travaux qui nécessitent un certain nombre d'activités préparatoires. Il faut des études. Ça, c'est important parce que si les études sont mal faites, après, il y aura des problèmes de coûts, il y aura des problèmes d'avenant. Donc, il faut faire des bonnes études. Les études sont quasiment terminées pour la première génération d'ouvrages à construire. Actuellement, les marchés sont déjà passés. La question des indemnisations est en cours de traitement. Les premières indemnisations ont commencé à être payées. Donc, ça va donc permettre de rénover le réseau de transport, de mettre en place les nouveaux transformateurs, de mettre en place un système de protection dans les principales lignes de transport d'énergie haute tension. Donc ce programme aujourd'hui, il est en cours de mise en œuvre et au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'obstacle, mais la phase de consommation proprement dit des crédits démarre au courant 2021 parce que les marchés sont déjà en train d'être passés. Toujours dans le secteur de l'électricité, Monsieur le ministre, il y a une pléthore d'acteurs. Il y a Eneo, il y a Arcel, il y a l'AER, ainsi de suite. Ça donne un peu une impression de désordre, surtout pour les consommateurs qui, à un moment donné, ne savent pas à qui s'adresser quand il y a un problème. Est-ce que vous pouvez repréciser un peu le rôle de chacun de ces acteurs, au moins celui de l'AER, de l'Arcel et peut-être de la Sonatrel? Bien, Eneo est produit, en tout cas Eneo gère un certain nombre d'ouvrages de production et distribue. Eneo vend toute l'énergie, il est off-taker de toute l'énergie qui est produite dans le secteur. Parce que comme j'ai dit, il y a d'autres acteurs comme KPDC, comme DPDC, la centrale à gaz de Kribis, c'est des acteurs qui sont dans le secteur. Même Veleux qui est géré par EDC, il produit l'énergie, mais c'est Eneo qui vend toute cette énergie. Donc Eneo est off-taker, donc c'est lui qui vend l'énergie. À côté d'Eneo, nous avons la Sonatrel. La Sonatrel, l'énergie qui est produite, il transporte une énergie qui est au-dessus de 30 000 volts, donc c'est de la haute tension. Donc c'est Sonatel qui transporte l'énergie pour l'amener dans les grands centres de consommation, dans les pôles d'interconnexion. À côté, donc, nous avons le régulateur. Arcel est le régulateur du secteur. Alors le premier rôle d'Arcel, c'est définir le revenu maximum autorisé de chaque acteur. En d'autres termes, c'est Arcel qui évalue, qui projette en début de période quel sera le chiffre d'affaires d'Eneo pendant cette période. À votre appréciation, ce régulateur joue-t-il réellement et véritablement son rôle? Arcel joue son rôle parce qu'en début d'année, nous savons ce que Eneo doit faire comme chiffre d'affaires en 2021 et ça repose sur un certain nombre de charges que Eneo doit supporter dans le cadre de son activité et sur la rentabilité normale que son activité devrait générer. Donc sur la base de toutes ces informations, Arcel élabore donc et donne un chiffre, vous direz Eneo, voici ce que sera ton chiffre d'affaires. Et avec une énergie projetée, nous avons une idée du coût théorique, du tarif théorique de l'électricité. Donc c'est Arcel qui est là, qui calcule le tarif théorique. Ce tarif aussi, ou alors la tarification en tout cas, fait des gorges chaudes. La tarification, elle est gelée depuis plusieurs années. Le chef de l'État a décidé que malgré des multiples investissements qui augmentent les charges des différents opérateurs, que le tarif de l'électricité soit gelé. La tranche sociale, c'est 50 francs CFA le kilowattheure. Et vous voyez bien,
une énergie qui est produite dans une centrale thermique, par exemple à l'est ou au nord, c'est 200 francs CFA le kilowattheure. Voilà ce que ça coûte. Mais les populations payent 50 francs CFA le kilowattheure dans la tranche sociale. Est-ce que l'État ne roule pas à perte? Pourquoi ne pas demander simplement de produire une qualité de service conforme à ce que nous payons? L'État couvre aussi les populations en fonction de leur niveau de revenus. Donc, dans la politique tarifaire, le chef de l'État a décidé, compte tenu du niveau de revenus de certaines tranches de la population, de maintenir, par exemple, cette tranche sociale à 50 francs CFA et ne pas la corréler directement au coût de production. Pour revenir donc sur le rôle d'Arcel, Arcel qui calcule quel est le tarif projeté des NEO en fonction de ses charges. Maintenant, en fonction du tarif qui est réellement pratiqué, il y a un gap. Ce gap-là, c'est ce qu'on appelle la compensation tarifaire. C'est l'État qui paie donc cette compensation tarifaire. Il y a des années où cette compensation tarifaire atteint des dizaines de milliards. On a l'impression que Eneo a donc le beau rôle, parce que l'État qui paye donc cette compensation, les clients également qui se plaignent de la qualité des services, alors même que, je pense au mois de novembre 2020, vous avez signé des annexes à la convention de concession qui lie Eneo à l'État du Cameroun et qui astreignait Eneo à, on va dire, une qualité de service réglée sur les standards internationaux. Au niveau du gouvernement, est-ce que vous êtes satisfait de cette qualité de service rendue par Eneo? La qualité du service mérite d'être interrogée. Mais ce qui est important de voir, c'est les perspectives. Vous avez certainement suivi il y a quelques jours, Eneo a signé avec un consortium de 8 banques un accord de financement de 100 milliards de francs CFA. Qui vont servir à quoi? Nous avons fait un plan d'investissement sur les 10 années de la concession, et ce plan d'investissement, il se chiffre à 540 milliards. Donc c'est la première tranche de ce plan d'investissement, et au moment où je vous parle, bien d'autres bailleurs multilatéraux sont en train de frapper sur la porte pour apporter les 540 milliards qui restent. Alors cet argent va servir à quoi? C'est pour moderniser le service public de production et de distribution. Nous devons sécuriser le barrage de Son Loulou. Il faudrait mettre à jour l'ouvrage du Nord, à savoir le barrage de Lac d'Eau, parce qu'il faudrait remplacer les turbos alternateurs. Il faudrait investir au niveau des réseaux de distribution, parce que le problème des délestages, s'il faut en parler encore, c'est aussi les différentes lignes qui sont surchargées. Toutes les lignes moyenne et basse tension. La ligne qui part, par exemple, de Ngusso pour Akonolinga, cette ligne, elle est surchargée. Et il faut bien désengorger cette ligne. Donc, il faut construire les nouvelles lignes de transport. Il faudrait remplacer et mettre à jour tous les postes sources aujourd'hui. Donc, cet argent, effectivement, est destiné à améliorer la qualité du service. Et retenez que chaque année, désormais, le plan d'investissement d'Eneo est validé par le gouvernement. Et vous avez parlé de la liste des indicateurs. Nous avons demandé à Eneo, si un transformateur tombe dans la ville de Yaoundé, Eneo a 24 heures pour le remplacer. C'est déjà contractuel. Ces délais ne sont pas respectés, monsieur Quand le il ne ministre. respecte pas, Arcel, vous frappez immédiatement. C'est des pénalités. En zone rurale, avec des contingences liées au déplacement, on a donné à Eneo 72 heures. C'est contractuel. Si Eneo ne respecte pas, ça peut amener même à la résiliation de cette concession. Donc, cette liste d'indicateurs aujourd'hui est suivie et Arcel aussi joue dans le rôle de gendarme pour la mise en œuvre, pour le respect des dispositions contractuelles. Donc, nous veillons à un suivi de cette concession pour que les populations voient ce changement. Et nous pensons que ce changement, il est en train de venir. Gaston Eloundou Somba, je voudrais maintenant interpeller votre sensibilité d'ancien élève des collèges catholiques, notamment le collège Vogt et le collège Stoll, c'est bien cela? Oui. Et je vais donc vous inviter à refaire un peu de catéchèse
par ces temps de carême. Nous avons, avec notre reporter Pierre Bihinambarga, essayé de réinterroger cette période pour savoir quelle est son histoire et quelle est même sa symbolique dans l'Église. Je crois donc que vous, en tant que chrétien catholique, ça va certainement vous mettre à l'aise de regarder avec nos téléspectateurs cet élément de Pierre Bihinambarga sur le carême. C'est parti pour la grande endurance de 40 jours observée par l'Église catholique romaine, le carême. Ce sera 40 jours de marche vers Pâques, 40 jours de vie en vue du salut. Les 40 jours du Christ au désert symbolisent l'image forte du carême. Le mercredi des cendres, premier jour du carême, les prêtres ont imposé les cendres aux fidèles. Le geste est un rappel. La fin inéluctable de toute vie terrestre, c'est la mort. La mort qui nous amène à redevenir poussière. À chacun sa résolution. Je compte vivre un moment de pardon, pénitence et de prière. J'ai péché en pensée, en parole, par action. Le premier chemin de croix a eu lieu vendredi. Les fidèles font pénitence ici, à la suite du Christ, au centre parlotin de formation intégrale d'Nkolbison. Le chemin de croix pour nous, c'est la méditation sur la passion du Christ. C'est cet itinéraire que nous reprenons en participant à ces souffrances de façon volontaire et beaucoup plus une démarche chrétienne. Dans les couvents, l'heure est aussi à la prière, moment idoine pour promouvoir la réconciliation et la paix. Dans le carême, il y a ces trois piliers que l'Église nous donne. Il y a d'abord la prière, il y a le jeûne, il y a le partage. On prie aussi pour le retour de la paix au Nozo. La crise au nord-ouest et au sud-ouest nous invite à la solidarité et à une prière intense. Le carême se présente donc comme un temps de ressourcement spirituel, une solidarité accrue autour des souffrances humaines. Un bon carême réactualise la vie de Jésus au milieu de nous. Un chrétien va s'efforcer d'accompagner les misères de notre peuple en termes de santé, en termes de pauvreté, en termes de conflits. Tous ces poches de résistance au salut, nous devons nous engager dedans. Pendant 40 jours, les fidèles viendront déposer au pied de la croix fardeaux et peines pour que, au bout du chemin et dans la joie de la résurrection, le jour de Pâques, le Seigneur leur accorde le bonheur éternel. Dans les siècles des siècles. Amen. Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie, j'ai eu envie de vous proposer encore un verre d'eau, mais je crois que nous devons nous aussi suivre les consignes ou observer les consignes du carême et donc faire acte de pénitence, de jeûne en tout cas, durant cette émission. Parlons plutôt, avant les questions touchant à l'eau, d'un cas spécifique qui est celui de la zone septentrionale. On connaît l'hydrologie qui n'est pas favorable à cette zone-là. Est-ce que vous avez pris au niveau du gouvernement des mesures spécifiques pour accompagner les populations de ce côté ? Oui, effectivement, le réseau interconnecté Nord a connu un problème hydrologique. Le bassin de la Bénois n'a pas reçu d'eau. En 2020, on n'a reçu que 2 milliards de mètres cubes pour un bassin qui généralement fonctionne avec 4 milliards. Donc on n'a pas reçu de l'eau dans le bassin. C'est ce qui a fait que la capacité de production du barrage de lac d'eau passe de 60 MW à 15 MW seulement. C'est ce qui est à l'origine des délestages que cette partie du pays connaît. Et le chef de l'État a autorisé, il nous a instruit donc de déplacer une partie de la centrale à Hala vers cette partie du pays. C'est ce qui a permis de mettre en place une première centrale à Gaondéré. Elle est
fonctionnel et nous avons renforcé les capacités de la centrale thermique de Djamboutou. Ces capacités sont déjà aussi opérationnelles et bientôt il y a encore 4 à 5 mégawatts qui vont dans l'extrême nord. Aujourd'hui, cette partie du pays va certainement voir les problèmes auxquels elle était confrontée il y a quelques semaines. Ces problèmes trouvaient une solution. Et ça, c'est grâce à une décision express du chef de l'État, parce que si cette décision n'avait pas été prise, aujourd'hui, on serait à au moins une dizaine d'heures de délestage par jour dans cette partie du pays. Vous regardez Actualité Hebdo, mesdames et messieurs, et nous recevons Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Je voudrais à présent, monsieur le ministre, que nous nous intéressions aux problématiques concernant l'eau. D'abord, je vous le demande comme ça brutalement, est-ce que vous êtes vous aussi victime des coupures d'eau intempestives dans votre quartier, même dans votre résidence? On est tous dans nos réseaux. Quand il y a coupure, ça ne peut pas discriminer entre les clients. L'eau qui arrive chez vous, c'est la même eau qui arrive chez moi. Et comment vous réagissez? Alors, ce que nous voulons dire, c'est que le gouvernement est en train de faire des efforts pour que la desserte en eau potable soit nettement améliorée. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est comme dans le secteur de l'électricité, il y a un déficit il y a un écart entre l'offre et la demande. Donc le déficit, il demeure. Il n'y a pas assez d'eau pour l'ensemble de la population et le chef de l'État a instruit d'importants investissements. Dans une ville comme Yaoundé, rien que la demande des ménages présente encore un besoin de 100 000 mètres cubes d'eau par jour supplémentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'important projet qui vient de la Sandaga qui va apporter 300 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est-à-dire que nous irons au-delà. Nous irons largement au-delà. Et dans les autres villes, à Douala, nous avons un projet de nature similaire qui est déjà en étude. Dans les autres villes, avec la coopération bilatérale et multilatérale, nous avons beaucoup de projets. À Bafoussam, nous avons par exemple la métier qui vient d'être mise en service. Pratiquement dans l'ensemble de toutes les 10 chefs-lieux de région, nous avons un projet qui est en cours de développement et même dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement, dans le périmètre concédé de la Kamwata, il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour augmenter la production d'eau et éviter que les rationnements que nous vivons aujourd'hui continuent. Il y a une époque que les moins de 20 ans, un temps on va dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle correspond à la période où le Cameroun disposait de bornes fontaines publiques et on buvait cette eau-là. Aujourd'hui, l'eau courante n'est plus utilisée à ces fins. C'est tout au plus si on en use pour laver les assiettes, les habits, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui ne va pas sur la qualité de l'eau. Je voudrais vous rassurer pour vous dire qu'au niveau du ministère, nous veillons à ce que l'eau qui est servie aux populations, qu'elle soit une eau de bonne qualité. Elle est mauvaise. Nous avons une brigade au niveau du ministère qui va chaque mois et de manière inopinée dans les différents centres de production pour se rassurer que les produits de traitement sont disponibles et que ces produits sont de bonne qualité. Vous êtes quand même saisi souvent des cas de non-respect de ces consignes? Au niveau de ces missions-là, aujourd'hui, nous pouvons garantir que l'eau qui est servie aux populations est bien traitée. Il faut bien se rassurer que la chloration, parce que le traitement, c'est à travers le chlore. Et au niveau des unités de traitement, l'eau qui sort de là a un chlore résiduel qui permet à cette eau de circuler jusqu'au robinet en détruisant tous les corps pathogènes qu'elle rencontre. Donc l'eau qui arrive au robinet est une eau propre. Mais alors, il arrive, par exemple, dans une ville où vous voyez bien les chantiers, les voiries, il arrive que certaines canalisations soient cassées. Quand une canalisation elle est cassée, il y a des infiltrations de boue, par exemple. On va venir la remettre en service et quand on passe l'eau, il arrive que l'eau qui sort au niveau du robinet, qu'elle soit colorée. Bon, il y a aussi que certaines canalisations ont de l'âge et il y a un programme de remplacement, de rénovation des canalisations aujourd'hui au niveau de Kamwata. Mais je dois vous rassurer qu'au-delà de la couleur, quand il y a un problème,
signalé, les équipes de Kamwata viennent prélever pour faire des analyses. Et jusque-là, tous les résultats, tous les rapports d'analyse de laboratoire que nous recevons ne font pas état des corps pathogènes dans l'eau qui est donnée aux populations. Mais il peut arriver effectivement qu'il y ait des problèmes de couleur qui peuvent être dus à plusieurs causes. Des goûts et des couleurs en tout cas. Alors avant de vous écouter, en tout cas dans vos dernières considérations, je vous propose de réagir vraiment en 1 minute à une ou deux questions d'internautes sur le site de la CRTV. Il y en a eu des centaines et des centaines, mais je pense que l'important c'est de garder ce contact-là. D'abord, Djibrila, pourquoi y a-t-il de programmes de délestage chaque semaine à Garoua? Pourtant, vous avez dit qu'à partir de mi-janvier, il n'y aurait plus de délestage dans le Grand Nord. Vous l'avez dit? Alors, j'étais dans le Grand Nord pour annoncer aux populations que le chef d'État a autorisé que nous démantelions une partie de la centrale d'Ahala et qu'on installe une partie de cette centrale à Garoua, une autre à Ngaoundéré. Et ça, c'est déjà fait. Alors, il faut bien retenir qu'au niveau de Ngaoundéré, les travaux ont pris un peu de temps, mais la centrale a été mise en service en début de cette semaine. Donc, ce qui fait que bien avant, il y avait encore un déficit qui était un déficit réel. Donc actuellement, en période de pointe, nous avons un déficit qui est de l'ordre 3 à 4 mégas. Nous arrangeons à disponibiliser, parce que dès qu'il y a les centrales, dès qu'il y a les groupes, il faut bien qu'il y ait du carburant. Nous arrangeons à disponibiliser donc le combustible pour qu'il n'y ait plus d'interruption. Vincent Nimi observe que dès votre prise de service, vous avez parlé de la mise en place d'une structure de veille sur les coupures d'électricité. Où en est-on? Et surtout, croit-il savoir qu'il y a des coupures qui durent 1 mois à Bafia, de son point de vue? La mission de veille, elle fonctionne au niveau central et au niveau déconcentré. Et chaque fois qu'il y a coupure, nous interpellons directement Eneo. Je ne veux pas vous inviter à venir voir les correspondances, le niveau de correspondance qui vont chez Eneo, les interpellations. Nous interpellons également Arcel parce que quand il y a coupure, c'est des énergies non fournies, c'est des pénalités. Alors, le problème dans les zones reculées, c'est beaucoup plus le problème de poteaux, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, nous n'avons pas assez de poteaux. Il n'y a pas assez de poteaux parce que les champs dans lesquels on allait couper ces poteaux, nous n'arrivons pas à accéder à ces champs. Donc l'alternative, c'est les poteaux en béton. Malheureusement, nous n'avons pas encore une capacité importante de production des poteaux en béton. Et il y a un programme, mais des interruptions qui durent 1 mois, nous enrichissons ça dans notre veille et immédiatement, nous allons prendre les dispositions et les mesures qui s'imposent. Parce qu'on ne peut pas tolérer quand même que ça aille au-delà des mois. Monsieur le ministre, terminons par une question d'actualité. On observe dans de nombreuses administrations une sorte de ralentissement de l'activité. Les responsables sont comme dans le roman de Samuel Beckett, ils attendent. Et quand on demande qu'est-ce qu'ils attendent, c'est le gouvernement, c'est le remaniement ministériel. Est-ce que vous aussi, vous avez perdu le sommeil et vous attendez le remaniement? Monsieur Ngor, le chef de l'État nous a confié une mission. Nous sommes des ouvriers du chef de l'État. Tant que vous êtes là, vous assumez votre mission. Moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Nous avons une mission. Moi, je suis dans le secteur de l'eau, de l'électricité, des produits pétroliers. Je dois veiller à ce que les populations aient de l'eau en temps réel, et une eau de bonne qualité, l'électricité. Ma mission s'arrête là. Le reste, c'est de la discrétion du chef de l'État. Gaston Elundwe Somba, merci d'avoir dépensé un peu de votre énergie pour venir à Actualité Hebdo. Merci beaucoup. La grand-messe d'actualité s'achève ici et maintenant. Merci de votre fidélité à la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.
Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages.